Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 17 septembre 2025. Les choses se dessinent peu à peu sur le chemin de 2026 et les acteurs s'activent à leur manière. Si dans le meilleur des cas, certains savent déjà à quelle sauce ils seront mangés, d'autres par contre n'ont pas les mêmes chances et donc à l'heure actuelle ne sont pas dans la sérénité qu'il faut. Dans cette galerie d'acteurs aux fortunes diverses, eh bien, se trouve la jeunesse qui a un important rôle à jouer et devra faire face à de multiples défis. Le contexte est bien connu, c'est celui des élections générales de 2026 et les jeunes n'entendent pas jouer les compléments d'effectifs. C'est dire que la donne va certainement changer, mais de quelle manière? Eh bien, on verra l'analyse et le commentaire de nos débatteurs ce soir. Romiad Ronroui, journaliste. Romiad, bonsoir. Bonsoir Wahab Ali Para, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Allez, vous êtes en face de Eric Guédénon de la rédaction de Canal 3 Bénin. Eric Guédénon, bonsoir. Bonsoir Wahab Ali Para, bonsoir tout le monde. Alors, quel rôle pensez-vous que la jeunesse peut jouer, je dirais, en cette période électorale? Parce qu'on peut dire que progressivement, nous sommes rentrés de plein-pied en période électorale qui nous conduit vers 2026. Oui, nous y sommes déjà, il n'y a pas de doute. Dès lors qu'on remarque déjà un peu sur le terrain des mouvements qui se mobilisent derrière tel ou tel candidat. Donc c'est déjà la fièvre électorale. Le rôle de la jeunesse, on en parle toujours. Vous savez, au cœur des consultations électorales, la question de la jeunesse vient toujours voir comment les candidats doivent faire des propositions en intégrant les besoins, les préoccupations de la jeunesse. Donc aujourd'hui, pour ce qui est des jeunes, nous savons que nous avons une population relativement jeune qui concentre une grande partie de notre population. Et donc cet effectif est assez déterminant dans une élection comme celle que nous allons connaître bientôt, à savoir les présidentielles, mais aussi les législatives. Et donc, il faut justement... Et communal. Donc, il faut justement faire en sorte que cet effectif soit à l'avantage d'un camp ou d'un autre. Donc, par conséquent, la jeunesse a conscience véritablement de ça. Et c'est que d'une façon ou d'une autre, elle sera courtisée, justement, afin de jouer, afin de faire un choix. Voilà. Et ce qu'on a toujours dénoncé, ou ce que la jeunesse a toujours dénoncé, c'est qu'à chaque fois, on les utilise comme du bétail électoral, et puis après, on les oublie. D'accord. Alors, j'ai utilisé une expression qui me vient, doit dire, des réseaux sociaux, c'est que la jeunesse n'entend pas jouer les compléments d'effectifs. Ils estiment qu'à des moments donnés, c'est eux qui sont là à mobiliser les gens, à remplir les bâches et autres, mais ils estiment que cette fois-ci c'est terminé. Pensez-vous que vraiment pour 2026, la jeunesse prendra une part active à ces consultations électorales? Bon, sans hésiter, je pourrais dire oui, parce que avoir un certain nombre de mécanismes mis en place depuis quelques années, on est en train quand même de voir qu'il y a le chemin qui se trace. On favorise un peu l'émergence de la jeunesse. Vous savez, depuis quelques années, il y a quand même un renouvellement de la classe politique. Ce n'est plus les mêmes personnes que vous voyez. Et donc, vous voyez quand même de nouveaux visages et des visages aussi jeunes, parce que justement, on permet aux jeunes aujourd'hui de militer, mais pas seulement de militer. À côté du militantisme, il y a quand même des responsabilités qui sont confiées à la jeunesse. Et puis, quand vous rentrez un peu dans les partis politiques, quand vous écoutez un peu les acteurs, vous voyez qu'il y a quand même des quotas qui sont prévus pour les jeunes en ce qui concerne le positionnement, même si la jeunesse en veut davantage. Mais il faut quand même reconnaître aujourd'hui que qu'au-delà donc de ce levier de mobilisation, la jeunesse essaie d'avoir un certain nombre de responsabilités, de s'y conformer et de relever les défis. Alors Eric, vous soulignez ces plaintes de la jeunesse qui estime que pendant longtemps on l'a utilisé comme de bétail électoral, d'autres disent ne plus jouer les compléments d'effectifs et autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a noté de mécontentement au niveau de la jeunesse. Qu'est-ce que vous pensez que cette jeunesse ou les jeunes peuvent faire de façon globale pour que vraiment on les prenne en compte en 2026? C'est déjà commencer par prendre conscience de sa force et de ses potentialités. Vous savez, quand vous vous affichez en face de quelqu'un de sérieux, justement, il y a des tâches qu'on ne peut pas vous confier. Il n'y a qu'à des plaisantins, n'est-ce pas, qu'on confie de sales besognes parce qu'on estime que ces gens n'ont pas de contenu. Vous savez ce que disait quelqu'un, les acteurs qui n'ont pas de contenu sont soumis, justement. Et donc, si la jeunesse ne prend pas conscience de sa force,
de sa potentialité, de ce que en réalité, ce sont des acteurs qui viendront vers la jeunesse négocier, plutôt que ce soit la jeunesse qui se mobilise derrière des acteurs, eh bien, ils joueront toujours les rôles que nous avons cités tout à l'heure. Et déjà, le signal est mal donné. Quand je vois des jeunes se mobiliser pour cotiser, je pense, plus de 30 millions pour constituer une cagnotte pour un candidat, je me dis, quel est le message qu'on veut lancer? Parce que nous sommes dans un système électoral où les partis politiques ont la capacité politique et financière, n'est-ce pas, d'accompagner des candidats. Voilà. Donc, le besoin de se mobiliser au point enfin, j'ai pas envie de dire de vider ses poches, en tout cas, de sortir la de sa poche. Alors, une jeunesse d'ailleurs qui se plaint de ce parce que c'est quand même au cœur de cette jeunesse que nous entendons des problèmes d'emploi, des problèmes de ce qu'on n'arrive pas à solder 2 repas par jour, tout ce que vous pouvez imaginer comme problème. Et donc, quand on a ce signal de France, c'est pas en une demi-journée, je vous dis, mais que les choses sont allées très vite. Jamais nous n'avons vu la jeunesse se mobiliser autant pour se mettre ensemble autour d'un projet entrepreneurial. Jamais nous avons vu la jeunesse se mobiliser au palais des congrès sur des questions qui touchent eux-mêmes leur propre vie, leur propre existence. Voyez-vous, donc quand ça se passe comme ça, quel est vraiment le signal qu'on renvoie dans l'esprit de ces gens? Est-ce que ces gens vont nous prendre au sérieux? Dans ce signal, Eric estime, n'est-ce pas, que la jeunesse a une potentialité, a une force, et par conséquent, c'est beaucoup plus même aux acteurs politiques de venir vers la jeunesse plutôt que l'inverse. Est-ce que vous sentez vraiment la jeunesse avoir quelque chose à vendre aux acteurs politiques pour susciter, doit-il dire, la curiosité, ou bien être un appât qui attire davantage les acteurs? Bon, on pourrait se poser des questions. On pourrait se poser des questions quand on sait que de plus en plus, on peut se réjouir quand même qu'il y a une frange qui de plus en plus s'amène à aller rechercher de la compétence. Parce que si vous n'êtes pas compétent, si vous ne valez rien, si vous n'avez pas quelque chose à vendre, une certaine expertise, franchement, ce serait difficile. Vous ne pouvez que jouer le rôle de mobilisateur. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, on pourrait quand même se réjouir qu'il y a une certaine frange de notre jeunesse qui a pris conscience de ce que il faut donc avoir de l'expertise, il faut être compétent dans son domaine, il faut être incontournable pour que le politique puisse vous faire appel pour pouvoir quand même bénéficier d'un certain nombre de ressources que vous avez. D'accord? Mais l'autre chose aussi, bon, je peux comprendre, je sais que Eric a voulu titiller un peu la jeunesse qui s'est mobilisée, mais on pourrait comprendre peut-être une certaine... mais quand même, Eric a raison dans son analyse. Quand vous avez une jeunesse qui se plaint, qui dit qu'il n'y a pas d'argent et autres, et qu'en l'instant d'une demi-journée, on a travaillé à mobiliser une trentaine de millions, mais quand même, on se dit franchement... Oui, en fait, on peut peut-être comprendre, moi je ne sais pas ce qui a vraiment motivé, mais l'une des motivations, je peux supposer que c'est parce que c'est un jeune qui a été peut-être été désigné. Robert Douadagne, 49 ans à peine et tout ça. Donc peut-être dans cette... Eric ajoute, n'est-ce pas, que les partis, n'est-ce pas, qui le soutiennent ont la capacité financière qu'il faut, et qu'on a travaillé à travers nos lois à ce qu'on finance les partis politiques et autres. Par conséquent, n'est-ce pas, on ne devrait pas s'intéresser, je dirais, aux questions pécuniaires au niveau de la jeunesse. On pourrait réfléchir autrement. Non, mais vous savez, c'est toujours une question d'intérêt aussi, parce que par ailleurs, en 2016, il y avait quand même une frange de la jeunesse qui avait également participé à la caution donc, du candidat Patrice Talon, vous voyez, et donc on se dit, bon, on pourrait se positionner très rapidement aussi pour pouvoir avoir un certain nombre de gâteaux par la suite, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a eu une frange de la jeunesse qui a pris conscience de ce qu'il faut avoir une identité, il faut avoir une valeur ajoutée pour pouvoir se vendre sur le marché. D'accord, alors on en vient maintenant à ce volet défi. Quels sont les défis qui se présentent à la jeunesse après tant d'expérience? On a vu le régime qui a précédé celui de Patrice Talon. La jeunesse s'est un peu évaluée aux réalités avec le régime Talon, n'est-ce pas, qui est en train de finir également. On a noté la jeunesse, en tout cas sur le terrain, prendre acte de ce qui se fait et autres. Bref, il y a des défis qui sont nombreux en direction de la jeunesse. Comment vous voyez les choses pour 2026?
Écoutez, les problèmes de la jeunesse n'ont pas pour autant changé. Nous sommes toujours là à évoquer les problèmes d'emploi, par exemple. S'ils n'ont pas changé, est-ce qu'ils n'ont pas connu tout de même d'amélioration? Oui, on a essayé de faire ce qu'on peut, voyez-vous, mais tellement les problèmes sont grands que parfois on ne mesure pas l'efficacité des actions ou l'impact des actions au sein de la jeunesse, voyez-vous. Et donc, il y a vraiment le problème de l'emploi. Le problème de la formation, surtout technique aujourd'hui. C'est bien de voir aujourd'hui avec la gouvernance de Patrice Talon l'idée de renverser un peu la tendance au niveau de l'enseignement secondaire. Il faut aller plus vers des formations techniques et professionnelles pour amener les jeunes à vite entreprendre. C'est bien. Et donc, il y a ces questions qui restent toujours des questions d'actualité sur lesquelles nous devons véritablement travailler de sorte à donner une nouvelle trajectoire à notre jeunesse afin de s'occuper sainement. Nous avons aujourd'hui des domaines assez, je dirais, novateurs où la jeunesse s'emploie à retrouver ses marques. Quand je prends le numérique aujourd'hui, vous n'avez pas idée de combien de nos jeunes arrivent à s'offrir quelques, je dirais, un peu d'argent sur les métiers du numérique, la vente en ligne et les startups et puis tout ce qui va avec. Donc, nous avons une jeunesse qui est dynamique, qui se cherche, qui a envie d'être autonome, qui a envie d'entreprendre, mais qui n'a pas toujours la formation requise pour pouvoir véritablement s'affirmer et s'afficher. Donc, il faut mettre en place des mécanismes qui forment, qui financent même justement ces projets de nos jeunes dans l'objectif de faire d'eux des champions, hein, un peu comme on remarque dans d'autres pays. Donc, si c'est peut-être ce qui a peut-être motivé une partie de notre jeunesse à se mobiliser derrière un candidat jeune, c'est bien. Mais si on le fait en ayant en ligne de mire que une fois les élections terminées, le candidat élu nous sera redevable, je dis, bon, là, on est en train de faire la même rengaine. Enfin, le refrain, vous connaissez. Nous l'avons soutenu. Voilà, nous l'avons soutenu. Nous avons oublié pas à la jeunesse, etc. 2 mois, 3 mois de mandat. Comme les mêmes qui l'ont soutenu. On ne commençait pas à faire le tour de long plateau. On connaît un peu la chanson. Voilà. Les défis sont nombreux. Comment vous pensez qu'on peut régler ou on peut relever ces défis? Et comment la jeunesse elle-même peut contribuer à ce que ces défis soient relevés? Parce que personne ne viendra travailler à la place de la jeunesse. Tout à fait. L'une des choses que je voudrais quand même évoquer, c'est que la jeunesse doit s'intéresser, puisque nous sommes en train quand même de parler des élections à venir, des élections générales. Il faut que la jeunesse puisse quand même évaluer un peu les choses. Comment? C'est-à-dire que, vous savez, très souvent, nous ne nous intéressons pas à l'offre politique. Combien de jeunes connaissent véritablement les projets de société, des candidats que nous avons eu par le passé. Et même quand les projets de société sont partagés, combien les consultent, combien feuillettent, je dirais, ces documents. Et donc, qu'est-ce que les candidats proposent en termes d'initiatives entrepreneuriales, en termes d'emploi, en termes d'un certain nombre d'autres choses, d'un certain nombre de dispositifs à mettre en place pour que la jeunesse s'épanouisse. Donc, on doit s'intéresser, la jeunesse doit s'intéresser à l'offre politique. Parce qu'il ne faut pas voter pour voter, tout simplement. Il ne faut pas accompagner un candidat pour accompagner qu'est-ce que je pourrais espérer bénéficier et qu'est-ce que je peux apporter. Est-ce que la maturité de la jeunesse a atteint ce niveau? Est-ce qu'on vote est-ce qu'on vote vraiment les projets de société? On va vraiment pas insulter la jeunesse parce que moi, je dis toujours, il ne faut pas généraliser. C'est vrai qu'il y a une jeunesse assez consciente, mais il y a également une jeunesse inconsciente qui passe tout le temps sur WhatsApp, sur TikTok et tout ça. Mais il y a quand même des jeunes plus dynamiques, plus conscients, qui voudraient quand même mieux savoir de ce que nous pouvons attendre les 5 prochaines années. Donc, l'autre défi, c'est la question est pertinente que vous soulevez parce qu'ils sont combien justement à avoir cette maturité, à analyser, à décrypter un projet de société et à savoir identifier les personnes, en quoi est-ce que ce projet, n'est-ce pas, touche leur intérêt. Nous savons que nous avons une population en majorité analphabète, et donc ça touche aussi une bonne partie de notre jeunesse. Nous avons une majorité en milieu rural qui, justement,
je ne voudrais pas utiliser cette expression, ce qui se passe en milieu urbain, c'est pas, enfin, c'est pas ce qui les intéresse, justement. Donc, effectivement, ce problème est là, mais au-delà de la jeunesse, c'est notre population de façon globale. Quand on rentre en période électorale, ce que proposent les candidats n'est pas ce qui nous édifie. Hein. C'est d'abord comment il faut réaliser un chiffre d'affaires dans la poche du candidat, pour s'acheter une voiture, une maison. C'est comment remplir la panse. C'est la surenchère. C'est la période où on attend tout le monde au Carrefour. Sous la bâche. C'est la période où on attend tout le monde au Carrefour. Donc, que ce que le gars propose soit pertinent ou non, en tout cas, dès que le chéquier est là, la vie évolue. Donc, j'espère que nous allons changer cette façon. D'accord, la jeunesse a de potentialités, la jeunesse a beaucoup de choses à vendre, mais comment elle parviendra à s'imposer? Comment, de façon concrète, la jeunesse peut-elle s'imposer, doit dire aux acteurs politiques, aux caciques de nos partis politiques et autres, pour vraiment mériter la place qu'il faut? Bon, c'est de par ce que vous avez, ce que vous valez, de par votre expertise, de par vos compétences. Et je crois que je ne pourrais que... Parce que quand vous prenez un homme politique, par ailleurs, vous avez besoin de compétences, vous n'êtes pas compétent en tout. Et donc, vous devez être bien entouré. Cela voudra signifier que, on peut faire appel à cette jeunesse-là qui a quand même une plus-value, qui a de l'expertise, qui a une certaine compétence à revendre. Et donc, pour ça, je crois que déjà, ça, on pourrait vendre. Et puis après, on va voir... Après, bien, le poids électoral, le poids politique que vous avez, voilà, je trouve que ces deux composantes-là sont vraiment capitales pour pouvoir quand même faire appel à un jeune. Éric, beaucoup pensent que les jeunes doivent eux-mêmes régler leurs propres problèmes. Vous pensez qu'ils peuvent influencer d'une manière ou d'une autre les positionnements afin d'être aux affaires et vraiment penser leurs problèmes? Alors, j'ai envie de dire oui, mais en même temps, c'est complexe. Nous savons aujourd'hui dans quelle architecture politique que nous évoluons et comment ça se passe au niveau des formations politiques. Donc, ce n'est pas toujours facile de voir des jeunes alignés sur les listes électorales. Donc, c'est un combat continu que la jeunesse doit continuer par faire en étant sage, en étant déterminé, justement, au niveau de ces formations politiques. Mais surtout en se proposant comme un leader. On parle de plus en plus de leadership, n'est-ce pas, au niveau de la jeunesse. Et là-dessus, nous avons peut-être une opportunité parce que nous commençons par voir une nouvelle génération de jeunes qui aspirent à des postes de décision, justement, en participant à pas mal de formations, d'ateliers sur le leadership, où nous les voyons de plus en plus occuper des rôles. Alors, cela doit continuer. Et il faut espérer aussi que les aînés qui sont au niveau de ces formations politiques puissent voir ces jeunes non pas comme des menaces, mais en tout cas, c'est l'avenir de demain, comme on le dit de façon littérale, mais que cela soit vrai et vécu par ces aînés dont on observe parfois des coups bas, des velléités. Oui, des coups bas, ça ne manque pas. Les classiques des régimes, les vieux renards de la politique et autres n'entendent pas laisser la place à la jeunesse. Comment on règle cette équation? Parfois, il faut arracher. Il faut arracher parce que je crois que si vous n'arrachez pas, vous serez toujours là. Parce qu'on pense toujours que les jeunes ne sont pas expérimentés pour assumer des rôles, pour assumer un certain nombre de responsabilités. Encore qu'il y a certains jeunes qui déçoivent, effectivement, qui ont eu cette chance-là, cette grâce d'assumer un certain nombre de responsabilités, mais qui ont déçu par ailleurs. Mais il faut quand même dire que je crois qu'il y a un transfert quand même qui s'observe, qui s'observe. Même si, pas contrainte, on a voulu peut-être déclarer ou proclamer la retraite d'un certain nombre pour pouvoir permettre aux jeunes du vide et donner de la place à la jeunesse. Voilà. Mais il faut savoir que moi, je continue pas à dire que quand vous n'êtes pas compétent, quand vous n'avez pas quelque chose à vendre, ce sera difficile de... Et vous estimez que la jeunesse a quelque chose à vendre? Je trouve qu'il y a une frange de la jeunesse, d'accord, qui devient de plus en plus consciente et qui se forme. Parce qu'il ne suffit pas, le leadership, c'est vrai, d'accord. Il ne suffit pas de participer à des formations d'oratoire pour pouvoir être leader. Vous avez quelque chose. Et sur ça, vous peaufinez,
ou du moins vous développez un certain nombre de caractéristiques ou de caractères qui vous permettent... Eric parlait de leadership. Exactement. Donc, je trouve qu'au-delà d'avoir des formations de leadership, de management, un certain nombre de choses, c'est parce que vous avez des ressources en vous-même. Et ces ressources-là, vous arrivez à les avoir donc peut-être à l'école ou dans des formations para-académiques. C'est vraiment important. D'accord. Alors, comment la jeunesse arrive à régler l'équation qui se pose à elle, ces vieux renards de la politique qui vraiment veulent du tout pas laisser la place, estimant que la jeunesse n'a pas l'expérience qu'il faut ou que les jeunes, on ne peut pas leur faire confiance. On entend ce discours par moment. Alors, ça reste une équation qu'on ne peut pas trancher au bout des lèvres, parce que en milieu politique, on vous dira que c'est une question de parcours. On ne se précipite pas non plus. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune et que vous atterrissez dans une formation politique et que, au nom de votre jeunesse, on va vous dresser le tapis rouge. Non, il faut y aller doucement. Il faut faire un parcours, justement, qui puisse amener votre formation politique à vous faire confiance. Et après, nous savons que c'est la jungle. Frère. Et puis, même entre les aînés aussi, il y a des querelles. Donc, à plus forte raison, entre jeunesse et puis jeunes. Et c'est la même problématique qui s'oppose avec les femmes. Parce que femmes, il faut aussi trouver des places. Je dis non. C'est une question de parcours, de charisme, de la façon dont vous-même, en tant que jeune, vous portez des causes, vous défendez des causes dans votre communauté et qui amène la communauté maintenant à vous imposer, à vous porter. Justement. Alors, j'aime pas l'expression, il faut arracher. Oui. Un jeune a essayé d'arracher, on sait là où il se trouve aujourd'hui. Donc, c'est vrai que l'arraché dont on parle ici, c'est pas un appel à la rébellion. Ça sonne autrement dans l'oreille des jeunes. Ça sonne autrement dans l'oreille des jeunes. Et puis, c'est peut-être de l'autre côté, on prend ça comme de l'impertinence, de l'impolitesse. Et puis, bon, voilà, vous savez. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Pour être sérieux, il faut faire un parcours. Il faut montrer vraiment de quoi on est capable. Mon confrère l'a relevé aussi. Il faut montrer qu'on est compétent en quelque chose. Après, aujourd'hui, quand nous voyons les choix qui s'observent aujourd'hui, quand je prends déjà du côté de la mouvance, je dis il y a un signal fort qui a été lancé. Parce que si du côté de la mouvance, on a pu observer dans cette... je dirais, dans ce monde d'acteurs politiques, et puis on a identifié un candidat qui, à nos yeux, est bien jeune et très jeune dans l'âge et dans la forme, eh bien, c'est un signal qu'on vient de donner, qu'on vient de lancer à la jeunesse de ce que c'est peut-être votre heure qui a sonné. Voilà. Si les autres candidats qui vont se positionner au niveau des autres formations politiques suivent le même signal, vous imaginez ce que ça va donner. La jeunesse peut beaucoup espérer. Alors, je disais tout à l'heure que la jeunesse a beaucoup de choses à vendre, comme vous l'avez tous souligné unanimement, mais on se pose la question de savoir comment cette jeunesse peut avoir d'expérience, parce qu'on lui fait le procès, n'est-ce pas, de ne pas avoir d'expérience, qu'elle n'est pas, je dirais, une couche à laquelle on peut faire confiance. Mais quand on ne vous permet pas de faire vos armes, est-ce que vous aurez d'expérience? C'est vrai que c'est vraiment difficile, parce que vous demandez, hein, je fais une extrapolation, vous demandez à quelqu'un 10 ans d'expérience, alors que vous ne lui permettez pas d'être stagiaire dans votre structure. Voilà. Ce serait comme si d'abord il y avait un certain plaisir à faire 10 ans quelque part et démissionner pour venir servir une autre entreprise. Donc c'est vraiment difficile quand vous n'offrez pas quand même la chance à des jeunes de faire leur parcours. Je crois que Eric parlait tout à l'heure donc de parcours. Pour faire le parcours, il faut avoir une chance. Donc il faut gravir des échelons. Et donc il faut quand même emprunter des marches. Et pour le faire, il faut que quelqu'un puisse vous donner la main, vous tendre la main. Parfois, bon, je ne sais pas si c'est une question de destin, vous tombez sur de mauvaises personnes. Et c'est des personnes qui vous écrasent. Pas de bons parrains. Exactement. Qui vous écrasent, qui ne vous permettent pas quand même de monter, de faire des expériences, un certain nombre de choses. Mais toujours est-il qu'il y a toujours certainement dans votre entourage des personnes qui peuvent vous tendre la main pour vous permettre de faire des expériences, parce qu'il est important. Vous savez, dans les partis politiques, aujourd'hui, on se réjouit de ce que les partis politiques ont un financement public. On se réjouit que les partis politiques disposent d'une école qui devrait ou qui forme au militantisme.
Et ce n'est pas que le militantisme en réalité. Il y a d'autres composantes de la vie que les partis politiques devraient donc en fait permettre aux jeunes d'avoir. Vous comprenez? Et donc les partis politiques devraient former également les jeunes au militantisme, à des formations importantes de responsabilité pour acquérir des expériences. Bon, je crois que peut-être quelques-uns le font, mais on ne le voit pas assez. D'accord. Éric Guédénon, vous mettez l'accent sur la jeunesse du candidat de la mouvance, espérant que si d'autres formations politiques le faisaient, il devrait avoir, je dirais, un peu plus d'espoir au niveau de la jeunesse. De la jeunesse. Mais quand on met cela de côté, est-ce que vous notez, n'est-ce pas, au niveau des formations politiques, la vieille classe tendre vraiment la main à la jeunesse? Bon, enfin, quand on observe un peu ce qui se passe du côté de la mouvance, je pense que nous n'avons pas remarqué de frustration sur le choix qui a été fait, en tout cas de la part des aînés. Donc, on considère que le choix a été fait avec leur bénédiction d'aînés. Sur la question d'expérience, vous savez, il n'y a pas de génération spontanée. Même ceux qui font ce procès savent qu'on commence un jour quelque part. Voilà. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe au Sénégal, Diomaye Faye et puis Sonko, qui n'était pas prédestiné à gérer un pays, le gère aujourd'hui. Donc, et puis, juste là encore, je pense que ça se passe bien. Donc, il faut mettre les jeunes à l'épreuve, justement, et voir de quoi les jeunes sont capables. Nous sommes capables de faire des erreurs, certes, mais nous sommes aussi capables de bien conduire des projets, de bien conduire des actions. D'accord. Alors, le candidat de la jeunesse le candidat de la mouvance suscite, je dirais, de l'espoir pour la jeunesse, parce qu'on sait que oui, il y a beaucoup de profils dans le lot, mais au-delà des compétences, on a également misé sur la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'espoir de ce côté? En tout cas pour la jeunesse. Oui, du côté de la mouvance, c'est ça. Ben oui, on peut, même si vous êtes de l'opposition, je crois que vous voyez que celui qui a été choisi, il a été choisi parce qu'il est compétent, certainement, parce qu'il a eu un bon parcours, parce qu'il est jeune aussi. Voilà, on voudrait quand même donner un signal fort. Vous voyez, quand vous lisez un peu l'actualité, vous voyez que le chef de l'État a rencontré les jeunes, et puis après, il sort, en fait, bon, pas il sort, et il valide quand même la désignation des partis politiques, puisque ça ne peut pas être, ça ne peut pas se faire sans sa caution. Vous comprenez? Et donc, je trouve que ça a été préparé, bien évidemment. On voudrait quand même donner un signal fort, et puis c'est donné aujourd'hui. Et je crois que tout ce qui va avec, c'est-à-dire les législatives, les communales, on devrait avoir le positionnement des jeunes dans les partis politiques. D'accord. Alors, mais là encore, ce qui a été peut-être déterminant, ce n'est pas la jeunesse du candidat, c'est d'abord sa compétence. Et c'est même ce qui est le plus vendu aujourd'hui. Les deux vont de pair, c'est le candidat de la mouvance. Justement, et c'est peut-être... Jeunesse et compétence. Je mets même de côté jeunesse. Travaillons pour afficher notre compétence et les opportunités s'ouvriront. D'accord. N'est-ce pas? Les choix se feront forcément. C'est pour ça que quand on se mobilise derrière un candidat en pensant que le candidat nous sera redevable, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Donc, la jeunesse aujourd'hui doit comprendre en réalité que tout se joue au niveau de la compétence et de ce que nous pouvons vendre. Sinon, on va très bien se morfondre sur les questions d'un si on établit des critères, oui, mon confrère, il est jeune. D'accord, oui, il est jeune. Et après? Est-ce qu'il est compétent? Ce n'est pas un projet de société. Et après? Voilà, et après. Donc, c'est ça qui est déterminant. Je voudrais tout de même ajouter que, vous savez, même si le candidat Romuald Wardani devient président, par exemple, il ne va pas gérer le pouvoir parce qu'il a été il a été désigné par des partis politiques. Vous savez, la réforme du système partisan voudrait aujourd'hui que les partis politiques gèrent le pouvoir parce que cela relève de leurs prérogatives. Vous comprenez? Et donc, même Romuald Wardani, c'est vrai, il aura peut-être des marges de manœuvre, mais n'oubliez pas que ce sont des partis politiques qui vont pouvoir quand même être dans le dispositif de gestion de gouvernance de l'État. C'est un peu ça aujourd'hui. Donc, voilà. On va dire ça et s'arrêter aujourd'hui, n'est-ce pas, Éric Guédénon? Merci beaucoup. Merci également. On dit merci à Augustin Bidécron de l'autre côté, Francis Kokou également, les amis des Bill Bouton de Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, on va se donner rendez-vous demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion, c'est à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.